Je ferai aussi mémoire de lecture de cet ouvrage qui parle de l'ADN fossile, avec notamment des passages qui concernent un petit peu le rapport entre l'ethnologie et l'ADN qu'on peut faire. Alors, l'ADN fossile, donc, imagine à remonter le temps. On est dans le chapitre sur les traces des grandes épidémies de l'histoire. L'ADN venait de délivrer sa première surprise concernant l'histoire de la peste. La peste noire, si meurtrière, n'était finalement pas si différente de ses homologues moins virulentes. La seconde surprise viendrait cette fois de Copenhague. Alors, peut-être que je vais reprendre, excusez-moi, je suis à la page 103, je vais reprendre au début, en fait, quand il explique les recherches qui ont abouti à ces résultats par rapport à la peste. À rechercher une aiguille dans une botte de foin, puisque notre génome est presque 1000 fois plus long que celui de la bactérie, Yersinia pistis, la bactérie de la peste. Son ADN devait donc être dilué dans un océan d'autres fragments, soit d'origine humaine, soit provenant des milliers de bactéries qui ont pu coloniser les vestiges dans le sol. Voilà pourquoi Johann entreprit non pas de séquencer tout l'ADN contenu dans les banques d'ADN, mais plutôt de concentrer ses efforts sur la fraction dont l'ADN ressemblait le plus à celui de la peste et pouvait donc être récupéré par complémentarité avec des hameçons moléculaires synthétiques, eux aussi à ADN, ces fameuses sondes de capture génique dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Et cela fit mouche puisque le chromosome bactérien était également des plasmides, mais également des plasmides purent ainsi être séquencés. Non seulement ce travail permettait de pointer du doigt le pathogène responsable de la pandémie et de mettre un nom sur l'un des plus grands tueurs de l'histoire, mais il ouvrait la voie à quelque chose de bien plus fascinant, rechercher là où les mutations qui avaient conféré à la bactérie son pouvoir fatal. Et la surprise fut de taille, car il n'y avait quasiment pas de différence génétique entre la souche responsable de la peste noire et celle impliquée dans des épidémies plus bénignes. À peine une grosse poignée. De plus, ces différences ne portaient pas sur des gènes participant à l'infection ou à la lutte contre notre système immunitaire, mais la plupart n'avaient pas d'effet sur la protéine associée, encodée et produite par la bactérie. Il semble donc que le pathogène n'était pas doté de super pouvoirs génétiques, mais que les conditions d'hygiène, l'organisation sociale et la promiscuité, en particulier dans les villes, avaient dû créer à l'époque un environnement particulièrement propice à sa propagation. Voilà tout. Comment la peste noire a été contagieuse finalement, plus le fait de concentrer les personnes au même endroit. Alors, je vais faire un saut donc à la page 112. Donc, c'est la page 112. On est dans nous et nos écosystèmes microbiens anciens. Le corps humain, un écosystème microbien. Mais ce que les technologies de séquençage de nouvelle génération ont également révélé, c'est qu'il n'est pas nécessaire de courir le monde et de rejoindre ces écosystèmes les plus exotiques pour découvrir des continents entiers de biodiversité. Il suffit de se recentrer sur nous-mêmes, car il existe en nous et sur nous des myriades de microbes. En fait, si on venait à nous les enlever, nous perdrions immédiatement plusieurs centaines de grammes. Ces microbes représentent un nombre de cellules au moins aussi important que celles qui nous constituent. Elles sont simplement plus petites et moins lourdes que les nôtres. Ces microbes, d'ailleurs, sont encore moins nombreux que tous les virus qui les attaquent en permanence, les fameux bactériophages. En termes de nombre, nos 22 000 gènes ne pèsent pas lourd face aux millions de ceux issus des microbiotes de la peau, de la bouche, des intestins et d'autres parties de notre anatomie. Nous sommes donc nous-mêmes un ensemble d'écosystèmes faisant coexister tout ensemble une grande diversité de communautés. Et comme dans chaque écosystème, ces communautés ne s'ignorent pas, mais interagissent entre elles, y compris avec nos cellules, et participent à notre biologie intime. En fait, nous ne survivrions pas sans nos communautés microbiennes. Par exemple, nous ne pourrions pas digérer et nous aurions bien du mal à faire en sorte que des pathogènes nichés dans nos aliments ne nous infectent pas, sans nos microbiotes intestinaux. Ceux-ci forment en effet des biofilms qui constituent une barrière contre la progression de ces indésirables. Il en va de même pour ceux de la peau et des muqueuses de notre corps qui jouent un rôle de sentinelle.
Et de même que la composition des communautés animales et végétales qui peuplent les écosystèmes terrestres vient à changer avec les saisons, nos différents microbiotes changent aussi de composition avec elles, ainsi qu'avec les modifications de nos régimes alimentaires et nos prises d'antibiotiques. Qui plus est, ils se transforment au cours de la vie, à mesure que l'on vieillit. La composition de nos microbiotes pourra même aller jusqu'à provoquer certaines maladies ou à nous protéger contre leur apparition. Les microbiomes de personnes obèses n'ont ainsi pas la même composition que ceux de personnes qui ne sont pas en surpoids. On peut, même au laboratoire, développer des souris obèses et non obèses, par ailleurs identiques génétiquement, et rendre ces dernières obèses par seul transfert des microbiotes intestinaux de leurs congénères. 14. Les microbiotes participent à ce que nous sommes. Mais l'influence des microbiotes intestinaux s'exerce bien au-delà de la simple sphère digestive, car si l'on a su décrire depuis longtemps les connexions nerveuses qui existent entre notre cerveau et l'intestin, on sait aujourd'hui que l'information véhiculée dépend au moins en partie de nos microbiotes intestinaux et peut même influencer nos comportements jusqu'au développement de certains troubles comme la schizophrénie ou l'autisme. Bref, il semble bien qu'une partie de ce que nous sommes et devenons ne dépendent pas directement de nos propres gènes, mais de ceux des communautés microbiennes que nous hébergeons. Pour comprendre à quoi ressemblaient nos ancêtres, comment ils vivaient, connaître leur régime alimentaire et leur état de santé, il ne suffirait donc pas de séquencer leur génome, il faudrait en plus pouvoir caractériser leur microbiome. Le problème, on l'a déjà vu, c'est que les microbes ne sont pas rares dans les vestiges archéologiques, car abandonnés dans le sol pendant des centaines, voire des milliers d'années, ces derniers ont toutes les chances d'avoir été colonisés par les microbes présents dans leur environnement immédiat. D'autre part, si nous portons de riches microbiomes dans nos intestins, notre sécom et notre peau, nos os, quant à eux, ne contiennent aucune communauté microbienne. Difficile donc d'espérer d'obtenir une quelconque signature microbienne utile à partir des os anciens. La bouche, cependant, abrite toute une diversité de microbes. En fait, les microbes de la langue, ceux de la gencive ou encore du palais ne sont pas tout à fait les mêmes. Peut-être subsiste-t-il à la surface des dents une trace des communautés microbiennes que portent les individus défunts de leur vivant. Difficile cependant d'imaginer qu'au contact du sol, ces dernières ne se soient pas mélangées avec les microbiotes environnants. Restent alors les coprolites, ces véritables fesses fossiles qu'il arrive parfois aux archéologues de retrouver. On pourrait espérer qu'ils nous aident à avoir une idée de ce que pouvaient avoir été les microbiotes digestifs dans le passé. Cependant, force est de constater que si de très célèbres coprolites ont été découverts, ceux de Paisley Caves dans l'Oregon, ont même prouvé, en l'absence d'outils lithiques ou de squelettes humains, que nous avions déjà atteint la pointe sud des États-Unis il y a 13 000 ans. Ils demeurent extrêmement rares. Tout miser sur ces derniers serait forcément limitant et ne permettrait pas d'embrasser les microbiomes anciens dans toute leur diversité géographique, culturelle et temporelle. Il faut donc une autre idée. Alors ça, c'est quand même hyper intéressant. Oui, parce que en lisant aussi, je ne sais pas si c'est dans les pages que j'ai sélectionnées, je suis tombée sur quelque chose qui indiquait dans les recherches paléogénétiques, là où il n'y a pas de contagion microbienne, en fait, c'est dans les cheveux. Alors là, il parlait des os, mais les cheveux, les poils, les cheveux, tout ça, c'est une forme d'explication qu'on peut y trouver, à savoir quelle est leur comment on appelle ça, leur utilité, voilà, leur raison d'être. Et en fait, visiblement, tout ce qui est capillaire, comme ça, poils ou cheveux, ou les ongles, ça n'accroche pas les contagions d'ADN. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui fait comme une barrière, quoi, qui nous permet, c'est lisse, il n'y a pas d'invasion, donc ça doit être une protection aussi contre tous les génomes microbiens ou les virus ou je ne sais quoi, qui pourraient, le matériel génétique qui pourrait nous toucher. Et finalement, si on réfléchit bien, on a des cheveux dans nos espèces d'hominidés qui se trouvent
pour protéger les points importants, notamment toutes les cavités du corps humain. Et effectivement, en tant que cavité, ben, il y a aussi toutes les pores qui nous permettent de transpirer, donc sur la peau, d'où l'avantage d'avoir aussi des poils dans ces zones-là, parce que finalement, les pores qui nous permettent de transpirer, d'évacuer, comment dire, c'est comme les évacuations d'une usine, si on veut dire, tout ça, hein, de réguler notre température, notre hydratation, etc., ou de rejeter des choses qui sont un peu toxiques, c'est un peu comme un autre rein, hein, la transpiration, donc les poils sous les bras notamment aussi, et puis sur les bras, les jambes et tout ça. Donc le torse aussi, plutôt pour les sujets XY. Et la tête, ça, ok, ça va protéger aussi. Ben, il y a les orifices, le nez, les yeux, vous avez les cils, les sourcils, tout ça. Vous avez des zones aussi, les trous de la face, qu'on appelle ça, sont aussi en lien direct avec le cerveau. Donc c'est très important de protéger, de ne pas faire une infection au niveau du cerveau. Donc au final, il semblerait que les poils et les cheveux, tout ça, ce soit quand même utile. Et sinon, il faut peut-être se protéger la tête avec des couvre-chefs ou autres quand on n'a plus de cheveux. Et ça protégera aussi au niveau de la tête, du crâne, il y a une fontanelle. Quand le bébé naît après la naissance, il y a quand même ce trou au sommet du crâne qui n'est pas soudé, on va dire. Donc bref, tout ça pour des zones de protection. Alors, on arrive à la page 125. Donc là, on est au-delà de nos gènes, notre profil épigénétique. L'interface épigénétique entre nos gènes et l'environnement. Sur le plan mécanistique, cette interface procède de nombreux relais cellulaires qui peuvent, si l'on peut dire, décoder l'ADN en greffant sur lui certains groupements chimiques sans en changer la séquence. Par exemple, l'une des lettres portant notre information génétique, la lettre C, peut acquérir un groupement chimique supplémentaire. Sur le plan technique, souvent une méthylation, soit un atome de carbone lié à 3 atomes d'hydrogène. Bien que restant un C à part entière, cette dernière se signale désormais à la machinerie d'expression des gènes différemment de ses voisines, ce qui entraîne parfois l'expression de certains gènes selon l'endroit du génome où elles se situent, ou parfois leur silence. Des greffes chimiques d'un autre type peuvent de même toucher non pas directement la molécule d'ADN, mais les protéines. On parle d'histones, qui interviennent dans le guidage de l'enchevêtrement de l'ADN sous forme de pelote, à sa compaction dans l'espace, si vous préférez, ce qui le rend peu accessible à la machinerie d'expression. D'autres peuvent au contraire intervenir dans son déroulage organisé, restaurant ainsi son accessibilité et donc son expression. Il peut s'agir à nouveau de méthylation, ces mêmes groupements chimiques qui touchaient la lettre C ou l'acétylation. En fait, le spectre de relais épigénétique ne se limite pas à cela, et d'autres molécules, par exemple de très petits ARN, peuvent également intervenir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction de l'environnement où l'on se situe, on développera une interface, un paysage, un profil épigénétique. Gardez en tête l'image que vous préférez, qui conduira à l'expression de tel ou tel autre groupe de gènes et changera donc les caractères que nous développerons. Bref, si l'on veut pouvoir pleinement décrire les caractères complexes qui font de nous une personne unique, il faudrait pouvoir décrire notre profil épigénétique. Alors, je poursuis. Je suis à la page 126 avec génétique, épigénétique et société. Car les exemples ne manquent pas pour montrer que notre environnement et les modifications qu'il entraîne dans notre profil épigénétique peuvent influer sur notre santé et nos comportements. Par exemple, dans les cellules de notre sang qui nous aident à combattre les pathogènes, les méthylations de la lettre C, que l'on retrouve au niveau des promoteurs des gènes, ces régions localisées en amont des corps géniques qui agissent comme de véritables plateformes d'entrée de la machinerie d'expression cellulaire, varient certes selon notre sexe et notre ethnicité, c'est-à-dire en fonction de nos gènes. Mais elles varient également en fonction de notre âge et même du statut socio-économique dans lequel nous avons été éduqués enfants. Le statut socio-économique de nos parents influe donc directement sur certains aspects de notre réponse immunitaire. Opposer les biologistes d'un côté, comme ceux qui nient l'importance des différences sociales, et les sociologues de l'autre, comme ceux qui nient l'impact des variations biologiques, c'est-à-dire opposer nature et culture,
n'est donc plus un débat d'actualité, on le voit bien, mais celui d'un autre siècle où nos connaissances étaient bien plus sommaires qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et il peut arriver que les conditions dans lesquelles on vit soient déterminantes dès les premiers stades de notre vie, dès le stade embryonnaire en fait. Le cas des enfants nés au printemps 1945 en Hollande est là pour nous le rappeler. La guerre jouait alors toujours à plein régime, et l'hiver qui précéda avait été particulièrement rude, si bien que les futures mères survivaient avec à peine un quart de la ration alimentaire quotidienne recommandée. On a vu se développer chez les enfants nés le printemps suivant des retards de croissance et plus de maladies une fois adultes que chez leurs frères et sœurs nés après la guerre. Ils restent connus sous le nom de cohorte de la famine hollandaise. Leur méthylome sanguin, l'ensemble des méthylations de la lettre C de l'ADN mesurable dans les cellules du sang, est lui aussi sensiblement différent de celui de leur cadet. Il en est d'ailleurs de même pour leurs enfants une génération après eux. Tout semble donc indiquer que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la grossesse jouent un rôle important tout au long de la vie, y compris sur le plan de la santé. Et même au-delà, puisque, outre notre croissance, notre immunité et l'établissement de maladies métaboliques, les variations épigénétiques que nous portons conditionnent aussi une partie de la personne que nous deviendrons. Elles peuvent en effet influencer jusqu'au comportement, ce que certains appellent notre caractère, par exemple notre côté plutôt téméraire ou au contraire plus prudent. Je suis à la page 174 et 175. Alors, on parle de quoi? De comprendre et tirer les leçons des extinctions passées. On a parlé de... Juste avant, il parle une histoire d'ours. Alors, est-ce que c'est l'histoire des ours ou avant ou après? Ah oui, j'avais mis une petite marque parce que c'est le chapitre. Mais qu'est-ce que c'est qu'une espèce au juste? La leçon à tirer est que l'histoire évolutive d'une espèce peut être facétieuse et qu'en ne regardant que quelques marqueurs génétiques, on prend le risque de se tromper. Ici, à regarder uniquement l'ADN mitochondrial, les ours des îles ABC, pourtant bel et bien bruns, passeraient pour des ours polaires. À ne regarder que leurs chromosomes X, on pourrait certes les prendre pour des métis. Mais ce serait sous-estimer grandement la part d'ours polaires qui vit en eux. On pourrait presque y perdre son latin et ne plus savoir comment définir une espèce après tout. Car les ours bruns qui vivaient naguère sur une autre île, en Irlande cette fois, ils s'y sont éteints, mais on en trouvait encore au moment du dernier maximum glaciaire, possédaient aussi dans leur génome une fraction de gènes d'ours polaires. Tout se passe donc comme si, cette fois, l'extension des glaces jusqu'en Irlande, au moment du dernier pic glaciaire, avait permis d'y établir une population d'ours polaires. Lorsque les conditions climatiques devinrent moins rudes, les ours bruns ont ensuite recolonisé l'Irlande depuis l'Angleterre, voire depuis le continent européen. Comme aux îles ABC, le génome des résidents irlandais fut progressivement dilué jusqu'à ne plus contenir finalement qu'une majorité des gènes d'ours bruns. Mais à l'inverse, ce qui se passa aux îles ABC, comme les migrants furent cette fois essentiellement des migrantes, leur mitochondrie ne resterait plus d'origine polaire, mais deviendrait brune. Comme on le voit, il est difficile de généraliser sur les conséquences génétiques des aléas climatiques, y compris au sein d'une seule et même espèce. Et la notion d'espèce biologique définie comme l'ensemble des individus interféconds et dont la descendance est fertile ne peut nous venir en aide ici, car ours bruns comme polaires, des îles ABC, d'Irlande ou d'ailleurs, ne formeraient alors plus qu'une seule et même espèce. Une position difficilement tenable car, s'il est une espèce emblématique des milieux polaires, c'est bien l'ours du même nom, qui porte des adaptations indiscutables à la vie dans l'Arctique. Alors, ceci dit, j'ai vu un reportage qui montrait que, avec la fonte des glaces, les ours polaires sont en train également de modifier leur comportement, leur adaptabilité. C'est-à-dire que pour se nourrir, en général, ils sont assez solitaires. Et là, il y a beaucoup plus de phoques dans une certaine portée avec la fonte, la douceur du climat, le climat qui devient plus doux.
ça profite aux phoques qui se reproduisent plus. Et du coup, j'ai vu un reportage où on montrait que les ours polaires s'étaient organisés à se mettre à chasser à plusieurs les phoques, avec une technique où ils s'associent. Donc c'est intéressant, c'est un peu comme les hommes préhistoriques, justement, l'espèce hominidée humaine, qui elle-même, on sait, s'est organisée pour faire des grandes chasses. Voilà. Donc, adaptabilité, collaboration, ça a l'air d'être animal comme comportement. Ensuite, on va à la page 200. Ah oui, un chapitre, donc c'est quand le passé rencontre le temps présent. Et là, on parle du Brexit à la bande de Gaza. Alors, on est d'actualité. Allons-y. Racisme, migrants et récupération politique. On aurait tort de croire que l'homme de Cheddar est un cas isolé. Alors, l'homme de Cheddar, c'est ce squelette ancien retrouvé en Angleterre, que lorsque l'on a pu analyser son génome, je fais une petite digression, il s'est avéré qu'on avait le phénotype de la peau qui était une peau brune, voilà, peau noire, enfin brune, voilà. Et donc ça n'a pas beaucoup plu aux Anglais, voilà, enfin à une certaine catégorie d'Anglais, mais voilà. Donc je reprends. Donc du Brexit à la bande de Gaza, page 200. Racisme, migrants et récupération politique. On aurait tort de croire que l'homme de Cheddar est un cas isolé. Car Benjamin Netanyahou, qui, le premier ministre de l'État d'Israël en personne, n'hésita pas à déclarer que le lien qu'entretiennent les Palestiniens avec leur terre n'est rien au regard de celui qu'ont développé les Juifs pendant 4000 ans. La déclaration clôturait un long fil Twitter renvoyant au résultat d'une étude qui, selon lui, venait d'établir que les Philistins, ce peuple qui fut, selon la Bible, en conflit perpétuel avec les Hébreux et finit par s'établir sur le territoire de l'actuelle bande de Gaza, 12 siècles avant notre ère, trouvaient leur origine dans le sud de l'Europe et non sur la Terre Sainte. Quand on sait que le mot philistin a donné naissance au mot palestinien, on voit bien où voulait en venir le Premier ministre. Sous-entendu, les Palestiniens ne sont pas les habitants légitimes de la bande de Gaza. Il tentait ainsi de justifier sa politique d'intensification de l'implantation des colonies israéliennes par l'histoire et la génétique. Commode, n'est-ce pas? Car il y a quelque chose de magique avec l'ADN, quelque chose d'absolu, de l'ordre de l'argument d'autorité ultime, capable de couper court à toute discussion. Sauf que, côté conclusion, l'étude ne nous montrait pas que les Philistins étaient des Européens. Elle s'intéressait plutôt au reste archéologique d'individus retrouvés dans la ville portuaire d'Ashkelon sur la rive orientale de la Méditerranée. Certains dataient de l'âge du bronze et précédaient donc les Philistins de plusieurs siècles. D'autres étaient plus récents et permettaient de suivre l'évolution du pool génique des Philistins au moment de leur arrivée puis de leur implantation dans la région. Contrairement à ce que laissait entendre le tweet, tous les génomes analysés s'inscrivaient bel et bien dans la variation présente à cette époque dans la région du Levant, Philistins compris. Cependant, dans les 2 premiers siècles suivant leur arrivée au port d'Ascalon, une composante génétique qui n'était pas typique dans le Levant mais commune dans le sud de l'Europe et peut-être ailleurs, les données sont toujours insuffisantes pour le dire, fit son apparition puis disparut aussi vite qu'elle était venue. 10 à 15% du génome, tout au plus, pouvait donc provenir de contacts avec une population venue d'ailleurs, peut-être ces fameux peuples de la mer qui attaquèrent l'Égypte à la même époque. Toujours est-il que l'étude affirmait que, parmi les nouveaux venus, certains se sont métissés avec les populations locales. Celles-ci n'ont donc pas été remplacées et ont même tout à fait assimilé cela, puisque très vite, leurs génomes ont retrouvé l'allure qu'ils avaient avant cet épisode. Mais apparemment, Netanyahou n'était pas à ce détail près. Insistons néanmoins sur un point car il est fondamental. Dire que 10 à 15% de mon génome porte des variants communs à ceux des habitants d'une autre région du monde que la mienne ne veut pas dire que 10 à 15% des habitants de la France sont des étrangers. Cela signifie simplement que, par exemple, l'un de mes grands-parents était métis. Notez d'ailleurs qu'il pouvait très bien être lui-même français s'il était né en France, car nous avons dans
ce pays le droit du sol, ou encore s'il avait obtenu sa naturalisation. Il y a, on le voit bien, un raccourci dangereux à confondre ADN et nationalité. Interrogé par Haaretz, l'un des plus grands quotidiens d'Israël, un archéologue de l'université de Haïfa résumait bien la situation en disant qu'il est rare qu'on aime être catégorisé, voire stigmatisé en fonction de notre pays d'origine. Il n'y a pas de raison pour que cela ne nous agace pas tout autant quand on le fait aux gens qui vécurent bien avant nous. Alors après, ce qui suit, c'est, je vais peut-être vous le lire, ce qui suit, c'est de la Palestine aux Vikings, page 202. Autre exemple qui a eu aussi un grand écho médiatique dès lors que les résultats génétiques furent annoncés. Nous sommes cette fois à une trentaine de kilomètres à l'est de Stockholm et l'exemple nous en dit long sur nos sociétés contemporaines et leurs stéréotypes. Il s'agissait là du squelette d'un guerrier viking qui fut identifié d'office comme tel en raison des attributs indiscutables de la virilité retrouvés dans sa tombe. Des armes, 2 chevaux sacrifiés à ses côtés, l'absence de bijoux et des pièces de jeu indiquant qu'on avait affaire là à un stratège militaire de haut rang qui éprouvait ses tactiques sur un plateau avant de les mettre en œuvre sur le champ de bataille. Une découverte exceptionnelle et, à n'en pas douter, la tombe fut considérée dès sa découverte comme la plus remarquable d'un lieu qui fut fondé au milieu du 8e siècle de notre ère, avant de devenir un centre urbain très important et de compter pendant environ 2 siècles près d'1 millier d'individus. Sauf que, près de 24 ans après sa découverte, et une fois l'ADN d'une canine gauche et d'un numérus séquencé, le grand guerrier se révéla être en fait une guerrière. Il n'avait pas de chromosome Y, celui qui différencie les hommes des femmes. Il semble donc bien que les femmes vikings devaient, elles aussi, commander des troupes et prendre une part active au combat. Mais les idées reçues avaient la peau dure et un certain nombre de personnes eurent vite fait de critiquer l'étude sur les réseaux sociaux ou par voie de presse pour des raisons qui n'appartiennent qu'à elles, mais souvent en raison de l'offense que représentait à leurs yeux cette étude vis-à-vis de leurs ancêtres vikings qui n'étaient pas des lâches et ne pouvaient avoir envoyé leurs compagnes au front. Au contraire, leur raison d'être, leur ADN, si j'ose dire, devait être de se jeter au combat pour défendre leur compagne nécessairement fragile. La réaction ferait presque sourire si elle se limitait à la sphère des réseaux sociaux et si elle ne trahissait pas l'étendue des stéréotypes de genre qui sévissent encore au XXIe siècle. Le sexe génétique de l'individu était celui d'une femme, point. Son genre, c'est-à-dire si elle se vivait en tant que femme, homme ou non-binaire, était quelque chose d'autre, qui lui appartenait à lui, elle seule, et n'a pas grand-chose à voir avec son ADN. Guerrière ou non, de manière surprenante, le résultat ne secoua pas seulement la société civile, il divisa aussi en partie la communauté archéologique. La tombe, dont personne pourtant, depuis sa découverte, n'avait jamais contesté qu'elle fût celle d'un guerrier, n'était finalement peut-être plus celle d'un guerrier. Ou si elle l'était, peut-être ne l'était-elle qu'en un sens symbolique, et son occupante pouvait bien, comme somme toute, n'avoir jamais combattu. Après tout, n'aurait-elle pas dû porter des traces évidentes de blessures si elle avait eu pour profession de se battre? Si le doute est permis, il est surprenant de voir que l'on a généralement bien moins de scrupules à affirmer le statut des guerriers masculins. Au-delà du seul cas de cette guerrière, les restes osseux de plus d'une vingtaine d'individus enterrés à Sigtuna, un autre centre majeur pour le commerce et la production artisanale en Scandinavie, entre le Xe et le XIIe siècle de notre ère, montra la nature cosmopolite des communautés urbaines vikings. À nouveau, les imaginer vivant en autarcie et isolés génétiquement du reste du monde serait commettre une grossière erreur. Comment, dès lors, pouvons-nous réclamer par nos gènes comme des descendants légitimes directs des vikings? Quand un calcul simple montre que 2 habitants vivant aujourd'hui aux extrémités de l'Europe ont en commun plusieurs millions d'ancêtres qui vivaient aux alentours de l'an 1000. Il devient difficile de se réclamer d'une ascendance particulière et privilégiée. Voilà. Donc là, se clôture ma dernière fiche de lecture. Je reprendrai peut-être plus tard. Au moins, je vais pouvoir rendre ces bouquins.